Bah oui, je sais bien, mais ça reste un pay-per-view quand même, Backlash, je sais que ça n'a pas le prestige, mais nous on met du sourire sur des visages. Ah bah j'ai rien contre l'Écossais, hein, grand gaillard, costaud, hein, voilà, mais qu'est-ce que tu veux, les ratings? Eh bah oui, les ratings, alors que c'est l'élu, bien sûr que c'est l'élu. Et tu te souviens, mais un sou sur l'Écossais, voilà, c'est qui l'a inventé cette chanson? C'est pas toi, c'est moi, bien sûr. Évidemment que c'est moi qui invente tout ici. Bon, et puis Strowman, voilà, Otis, voilà, c'est pas malin, mais c'est costaud, ça marche, mais oui, c'est pas malin, oui, c'est pas subtil. Alors ça, c'est pas subtil du tout, bah, évidemment. Mais SmackDown, bah, ça marche, il y a plus de 2 millions, ah voilà. Et l'Écossais, hein? Comment ça, Edge Orton? Oh non, pas encore, la dernière fois, je sais même pas pourquoi je vous ai validé ça, WrestleMania, tout le monde va te tomber dessus. C'est pas... Mais c'est... Hein? J'ai dormi? Je dors jamais, c'est menteur. Oh, et... On me remet pas en question, hein, monsieur. Ah, comment ça? Le plus grand match de tous les temps? Ah, il suffit de le dire pour le faire? Hein? Mais c'est du génie! Ah, il suffit de dire que c'est le plus grand truc de tous les temps. Bah oui, comme en Arabie Saoudite. Bah oui, pourquoi j'y ai... Bien sûr que c'est moi qui ai pensé, mais évidemment, hein, tu me donnes une bonne idée, très bien, on va faire le plus grand match de tous les temps, on va le dire avant, on va le répéter, on va faire des mugs, des t-shirts, on va y aller à fond la caisse, 45 minutes de match, on fera une coupure toutes les 10 minutes. Voilà, surproduit, on rajoute le son, et on fait croire que c'est le plus grand match de catch de tous les temps. C'est incroyable, quelle bonne idée, quelle bonne idée. Polo! Viens voir ici, hein? Pourquoi vous êtes à 3? J'ai appelé Polo, pas Hunter. Hunter, qu'est-ce que tu fous là? Ah, tu t'appelles Polo aussi? Ah oui, c'est vrai, il s'appelle Polo aussi. Pardon, oui, et lui, c'est qui? C'est qui, lui? Oui, monsieur, vous êtes champion, hein? Qui? C'est un mec à toi, Polo? C'est un mec à qui? C'est Apollo? Bah oui, vous êtes un mec Apollo. Non, Apollo! Apollo! Je connais pas. Et puis Apollo, voilà, ça fait trop de Polo, là, on peut pas s'en sortir. Ouais, pique-nique douce, c'est toi l'ando, et hop, toi tu dégages. Mais non, mais je peux pas virer lui, c'est le beau-fils. Et lui, il est champion, il mériterait pas ça, en plus il est de couleur, on aurait des problèmes sinon. Ah, surtout avec en ce moment. Ah bah ouais. Donc quand je dis Polo, c'est Hunter, et Polo, la porte. Bon, Polo qui reste, le plus grand match de tous les temps. Là, tu vas aller me chercher Shawn Michaels, là, pour qu'on prépare ça. Oui, Shawn Michaels, oui, pas toi. Ah, tu vas pas te mettre à pleurer parce que Shawn Michaels, il a toujours été meilleur que toi tout au long de ta carrière. Voilà, arrêtons. Bah, tu prends Michaels, tu prends 2-3 mecs, vous vous mettez autour d'une table, vous m'écrivez un match qui dépote. Je veux aller regarder, on s'en fout, ce qu'ils font les Japonais, les trucs longs, les trucs à rallonge, je m'en fous, des Ric Flair, Steamboat, voilà. On condense tout et vous me faites un truc avec une touche moderne. Et partout, je veux voir le plus grand match de tous les temps. Plus grand match de tous les temps. Oh, tiens, il faut que je le dise à Polo. Oui, Polo. Oui, c'est Vince, là. Hein? Comment ça t'est parti? Ah, ils t'ont viré? Ah, oh, bah c'est triste nouvelle. Et écoute-moi bien, le plus grand match de tous les temps, hein, chez nous, voilà. Et à Monday Night Raw, en plus, ça devrait te faire plaisir. Hein? Ah oui, t'as été viré, mais c'est... Et, tu sais... Il a raccroché. Le plus grand match de tous les temps. Alors ça... WWE Backlash, le plus grand match de tous les temps. Bon, on n'a pas arrêté, hein, ça fait des semaines et des semaines qu'on disait que c'était une idée à la con, hein, c'est ce tel système de promotion, mais d'un autre côté, bah, ça a été pour WWE une bonne manière de nous donner peut-être un peu de hype pour une carte de Backlash qui en manquait cruellement. La curiosité de savoir comment WWE allait produire ce match, puisque ça nous a été même annoncé pendant le show que WWE allait nous donner une expérience unique pour un tel combat qui aurait en effet mérité toute sa belle place dans le plus beau WrestleMania de tous les temps, avec des dizaines de milliers de personnes autour d'elle. C'est Edge contre Randy Orton, on ne joue pas quand même dans la même cour de récré que Apollo Crews et Andrade, avec tout mon respect. Une carte donc pas forcément exceptionnelle, mais qui a tenu en 3 heures de pay-per-view, quand on sait que le main event a occupé, avec les entrées et clips de feud, quasiment 1 heure. On peut avouer que globalement, WWE Backlash était un pay-per-view digeste. Oui, digeste, oui, il y a peut-être 2-3 trucs qu'on aurait pu raccourcir, il aurait peut-être pu faire de la place pour un match en plus, on sait jamais. Et au moment où je vous enregistre cette vidéo, j'ai vu mon Monday Night Raw, et bien évidemment, je vais rien vous spoiler avant peut-être la toute fin de vidéo. On va pouvoir commencer un petit peu à débattre hein, sur l'ère Bruce Pritchard aux commandes de Monday Night Raw, puisqu'on le sait déjà depuis quelques jours, Paul Heyman a été démis de ses fonctions de directeur créatif de la branche rouge et noir. Bien entendu, on revient dans le détail mercredi 17 juin à partir de 20 h en compagnie de Ludivine et Flo pour C'est ça le catch FM, avec le retour bien entendu du Raw by Flo. On reviendra évidemment sur Backlash et un peu New Japan Pro Wrestling qui reprend, et des news en tout genre, etc. La bonne humeur, la joie, et encore une émission probablement de 4 heures. Ah bah ça, hein, on est habitué maintenant. Bon allez, le plus grand match de tous les temps. Bon, hop, on se calme, monsieur McMahon, on se calme. On va y venir, attention, c'était le main event, donc ça sera pour la fin de vidéo. Mais avant ça, une petite chose qui vous fera plaisir, mon cher. Un nouveau t-shirt sur la chaîne C'est ça le cas. Bah oui, bien sûr, la boutique qui s'étoffe encore un peu plus avec ce magnifique t-shirt. C'est dans le script, voilà, comme ça vous permettra de vous poser la question quand il y a quelque chose d'un peu curieux, hein, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans le script? Ah bon? C'est dans le script, hein, taille homme, taille femme, voilà, et je remercie moi-même pour la conception graphique, comme d'habitude.
Ne perdons pas plus de temps, Backlash, qu'est-ce qui s'est passé? Le kick-off! Apollo Crews a réussi à conserver avec succès son championnat des États-Unis contre Andrade. Là justement, l'ère Bruce Pritchard, parce qu'on le sait, Apollo, Andrade, c'est des Paul Heyman guys. Et bien finalement, Andrade ne sera pas devenu champion, et d'ailleurs il y a même encore un peu de zizanie qui est en train de se semer petit à petit entre Angel Garza, lui, et Zelina Vega. Et c'est Kevin Owens qui a joué les troubles faites et qui est venu aider à la fin, il était à la table des commentateurs. Il est venu aider Apollo dans un chouette match, 7-8 minutes, à qui, comme vous le savez, c'est désormais une nouveauté sur les qu'est-ce qui s'est passé, j'attribuerai une bonne note de 2-3 quarts, parce que c'était une de très très bonne mise en bouche, un peu courte et évidemment oubliable. Bon, c'est le kick-off, voilà, c'est le kick-off, passons à la carte principale. Pas grand chose à dire non plus sur les victoires de Bayley, Sasha Banks qui ont défendu avec succès les championnats par équipe féminin contre Alexa Bliss, Nikki Cross et les Iconics. Je ignorais juste, tu vois, une véritable envie de bien faire. Bon, c'est vrai quoi, les intentions étaient plus que bonnes, c'est plus dans l'exécution que par moments ça peine, et un finish qui arrive assez subitement finalement. Et aucune, et ça c'était peut-être attendu, aucune embrouille entre Sasha Banks et Bayley. Rien de méchant, rien de bien, voilà, c'est pareil, c'est du 2, les 2,5, 2, 3, 2,5. La moyenne, elle mérite, elle mérite. On passe à Sheamus contre Jeff Hardy, et là je vais tout de suite faire une remarque sur l'intégralité des matchs qui ont été très très bien produits, ou surtout plutôt même très très bien présentés avec des clips de feud, musique épique et tout ce qui va bien, bref, comme WWE sait très bien le faire. Et pour Sheamus et Jeff Hardy, on connaît un petit peu la manière dont les choses ont été amenées, l'accident, la mort présumée d'Elias, il est bourré, Jeff Hardy, il doit pisser dans la fiole, enfin bref, tu vois, c'est un peu tiré par les cheveux, capillotracté, ça a pas plu à tout le monde. Et l'idée de ce match, c'était d'avoir un Jeff Hardy plutôt rouillé, voilà, des pas forcément, tu vois, des plus confiants, la confiance, elle était pas là. Et ben c'est l'histoire du match, voilà. C'est un Jeff Hardy rouillé, qui a un peu mieux, tu vois, résisté à Sheamus que lors des épisodes de Weekly à SmackDown, mais 17 minutes de match pour un truc qui avait pas non plus tellement d'enjeux. Est-ce que WWE veut bien nous signaler que celui qui a gagné le match va prendre un push phénoménal, à savoir Sheamus, tu vois, c'est Sheamus qui a gagné le match. La justice ne triomphera pas, c'est même limite horrible. Jeff Hardy s'est fait accuser à tort, il a été drogué, on l'oblige à pisser dans un truc, etc. Et l'autre il s'en sort bien, il gagne le match. Je sais pas, moi avec cette victoire de Sheamus, pourquoi pas un push pour aller affronter Braun Strowman, en espérant qu'il soit construit un petit peu mieux. Là j'imagine mal Braun Strowman, tu vois, être dans le ring et faire un segment où il doit pisser dans une fiole pour prouver qu'il est pas dopé, quoi. Bon, c'était long, c'était pas non plus mal exécuté, on comprenait les idées, on comprenait les intentions, mais j'ai rarement cru, tu vois, au bon retour, au bon comeback de Jeff Hardy, et par contre cette victoire, en tout cas de Sheamus, m'a un peu refroidi. Pas pire, pas mieux, je dirais un bon 2,5 là encore. Un match oubliable sur lequel ils ont quand même osé, tu vois, dans le clip de présentation, nous faire une slow motion du jet d'urine. Ah là là, on peut dire réellement que c'est une storyline qui a été finie à la pisse. Le pipi. C'est fun. Asuka contre Nia Jax. Alors, on était un petit peu parti dans l'idée de Nia Jax va peut-être se faire punir pour son comportement dans le ring qui est jugé un petit peu trop violent. Peut-être pas violent, le bon terme ce serait dangereux. Et la manière dont le match a débuté, on a vu que le talent d'Asuka. Asuka qui est capable de catcher contre une chaise, contre un balai, et voilà, contre Nia Jax ça passe bien, tu vois, parce que Nia Jax c'est pas mobile, pas trop, oulala. Et on a eu en effet le sentiment que Nia Jax avait l'air un petit peu imprenable, et pour autant, quelle fin de match totalement étrange. À quoi? Elle a fait quoi, Nia? Bah elle est balèze, on s'en fout. Mais oui, on la protège, elle a cassé une japonaise qui fait quoi, 30 kilos? Eh ben on fait pas du catch quand on fait 30 kilos, on mange. Tiens, double décompte à l'extérieur, comme ça on envoie Charlotte lundi, et tout le monde reste fort, sauf Asuka, parce qu'on comprend pas quand elle parle. Évidemment, ils voulaient pas faire perdre Nia Jax, et ils vont ramener Charlotte dans l'équation, ce qui m'effraie le plus possible. Enfin, il fallait pas décrédibiliser Nia Jax, qui pourrait être une bonne main pour l'avenir. Et il y avait des manières, je pense, pour donner une victoire à Asuka, sans décrédibiliser pour autant Nia Jax, tu vois, un roll-up, un fast count, je sais pas. Non, j'ai trouvé que c'était très maladroit, en plus pour un match de championnat, quoi. Et puis ça partait pas si mal. Mais on est en pay-per-view, les mecs, voilà, donnez-nous quand même un aboutissement d'une storyline plutôt qu'un match qui aurait pu servir de filler sur n'importe quel show télé, weekly. Donc le bon gros, finish de merde, mais qui pour autant ne dénature pas l'envie quand même de bien faire, et une Asuka qui est fantastique. Je lui mettrai un 2 étoiles. Et puis on n'en parle plus. Bon, allez, passable, oubliable. Bah mine de rien, après tout ça, il nous reste plus grand chose, puisque c'est les 2 matchs de championnat et le fameux angle, dont on va faire un retour en image, vous en doutez bien, je vous le dis maintenant. Bon, comme ça, c'est
Hein, chut, on va faire comme si de rien n'était. Braun Strowman défend le championnat universel dans un combat handicap, et nous avons appris un petit peu plus tôt durant le pay-per-view que comme pour le match handicap d'Elimination Chamber, Miz et Morrison devront se faire des relais, devront se faire des tags, et c'est celui qui fera le tomber sur Braun Strowman qui deviendra le seul champion. Et Miz et Morrison, bah ils ont pas discuté, hein, ils ont pas mis en place une stratégie comme l'avaient fait Sami Zayn, Nakamura et Cesaro, hein, où c'était tout pour Sami Zayn. Là non, là on n'a pas parlé, ça s'est remarqué. Donc Braun Strowman, qui est désormais, tu vois, train marqué, hein, Strowman Express, le train, chouchou, la vapeur, et bah pas une fois il a fait le train, pas une fois il a fait le tour du ring comme ça pour bousculer tout le monde alors que, bah tout s'y prêtait. Non, il est resté plutôt sobre, Braun Strowman, même il s'est fait bien dominer pendant le match. Alors match de championnat, prestige, mais Braun Strowman un peu limité, évidemment. 7 minutes de combat, voilà, pas plus, pas moins, et de la dissension entre Morrison et Miz. Lorsque Morrison était sur le point peut-être de remporter la victoire, Miz est venu casser le tombé, s'est rendu compte de sa connerie, a reposé Morrison pour faire le tombé, mais c'était trop tard. Et ben voilà, et Braun Strowman, voilà, il a juste claqué des doigts, un power slam, et on n'en parle plus, victoire, et toujours champion universel. Oh, allez, je vais être sympa, je vais mettre 2 étoiles là aussi, parce que l'action est pas mauvaise, mais on n'en retiendra rien. C'est un match de championnat quand même. Donnez-y un côté disputé, surtout que, bah voilà, on va voir dans les matchs suivants qu'il y a eu des combats très disputés. Et perdons pas de temps, allons-y tout de suite. Voilà, du côté de Raw, Drew McIntyre contre Bobby Lashley, je m'attendais pas à un tel truc. C'était super, Drew McIntyre contre... Mais oui, c'était très très bien, 13 minutes de match, j'ai trouvé que c'était le bon timing, tu vois, pour pas perdre trop au niveau du rythme. Un gros rythme, je le disais, avec un Bobby Lashley accompagné d'MVP, très beau MVP, excellent manager, qui a tout de suite attaqué Drew McIntyre avant que la clochonne, en lui portant la full Nelson, en l'affaiblissant le plus possible. En McIntyre, son truc en ce moment, c'est les dégagements contre 2-1, tu vois, pour énerver ses adversaires. Et ça a super bien pris. Et ils se sont rendus coup pour coup. Ils ont été généreux avec des grosses doses, des grosses chutes à l'extérieur du ring, dont un botch, voilà, une chute sur la tête. Aïe aïe aïe, claquer cette tête. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur pour Drew McIntyre là, parce que c'est pas véritablement safe sur le coup. Et quand il reprend un Fireman's Carry, Bobby Lashley, j'ai encore peur qu'il tombe sur la tête. C'est bon, voilà. On va oublier ce passage-là parce que tout le reste, j'ai trouvé que l'action était très très bonne. C'est peut-être l'un des meilleurs combats de Bobby Lashley dans le roster principal. La bonne action, du suspense, des prises de soumission à gogo, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va avoir le meilleur match de tous les temps maintenant? Et on s'attendait vraiment pas à celui-là? Mais attends, mais il fait quoi l'Écossais là? Il catch? Il catch les Écossais? Et Bobby il catch, la vie? Mais pourquoi il catch lui? D'habitude il fait des bras de fer, il soulève des pneus, et là il faut du catch, mais ça va pas, oh! Il y a le plus grand match de tous les temps après! Vite, envoie Lana! Ah voilà, il fallait faire le finish à la con, et voilà, pour préserver, tu vois, une potentielle revanche. Mais c'est tant bien, parce que je la veux bien, moi, la revanche, et c'est pas grave pour le finish à la con, qui a pas été bien exécuté. Ah ouais, non, Lana, défaut de crédibilité, terrible. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Bobby Lashley, il a croisé Lana sans l'aider à se relever, tu vois. Elle lui a vraiment cassé les couilles. Le mec, en même temps, ça fait 12 ans qu'il attend son match de championnat, tu viens pas faire ça, tu le laisses, il est concentré, il est focus, il catche bien, Bobby Lashley, il a été super dans ce match. Je sais que ce match va faire une sorte de filler, tu vois, pour la suite, je lui mettrai quand même un bon 3,5 des familles. Et super encourageant pour la suite, véritablement. Et quand je fais le calcul, je me suis dit, tiens, c'est con quand même d'avoir eu un match assez compétitif juste avant un match qui va être décrit comme le plus grand match de tous les temps, il nous manque peut-être un filler, il nous manque peut-être un truc, et oui, c'est Dimitri, envoyé spécial, oui, Dimitri. J'interviens sur votre review car les Street Profits et les Viking Raiders, qui sont censés s'affronter pour les championnats par équipe de Raw, ont décidé de régler leur compte sur le parking. Je pensais que la compétition sportive de mini-golf et de cuisse de dinde les avait rapprochés, mais il n'en est rien. Attendez, oh mon dieu, ils viennent de péter la bagnole de Braun Strowman. Ah là là, ça sent le pâté. Les Street Profits s'en profitent pour battre en retraite et les Vikings suivent. Attention, bagarre dans la réserve. Je me permets de vous interrompre parce qu'ils sont prévus dans un match 1 contre 1 normalement juste ensuite. Qu'est-ce qui a provoqué? Pourquoi ils débutent une bagarre à ce moment précis? Attendez, oui, j'ai bien une petite idée, mais la transmission devient complexe. Ouh là là, j'aperçois au loin un scénariste, il est en train de pirater ma transmission. Je vous entends mal, la dinde. Ouais, salut à tous, mon nom et ça n'a pas d'importance. Je suis l'ancien directeur créatif de WWE pendant l'Attitude Era et vous regardez les Viking Raiders contre les Street Profits. Ça, c'est du catch professionnel, mon frère. Les Viking Raiders et les Street Profits sont passés ces dernières semaines à se confronter dans des épreuves sportives dans un délire totalement déjanté et assumé, et surtout dans l'idée de bâtir leur rivalité. Des segments souvent hilarants qui ne feront pas l'unanimité mais qui rappellent le goût prononcé de Vince McMahon pour l'humour potache. Ah, c'est potache. Ah, tout de suite, je fais de l'humour potache. C'est pas potache, monsieur. C'est fun! On retiendra de ces segments le talent d'acteur émoustillant de Montesford, la bonne humeur d'Angelo Dawkins, la passion de la dinde pour Ivar et son sex appeal débordant, à l'inverse de son meilleur ami Eric, publiquement blâmé par ses dames pour sa laideur évidente. Tiens, qu'est-ce que je disais?
c'est fun. C'est un nouveau délire cinématographique que j'ai toujours trouvé mieux produit que l'atroce Backlot Brawl de NXT TakeOver In Your Hearts il y a une semaine. Quelqu'un a commandé un Uber? Profits et Riders s'en donnent à cœur joie dans un scénario proche des films d'action à punchline, à commencer par celle-ci. Question de monsieur Montesfort de Floride, que disent 5 doigts à un visage? Club de golf et gobelet contre bouclier, hache et boule de bowling, la comédie reste forte, l'action n'est pas en reste et les coupures flashback d'Ivar sur ses exploits sportifs me confortent dans l'idée de rester avant toute chose dans un joyeux délire bien assumé. Alors que les équipes rivales regagnent le parking pour se la mettre, une bonne fois pour toutes, un nouvel ennemi apparaît. Bruit de moto, combinaison noire, Akira Tozawa, chef de la pire armée de Ninja, s'invite à la fête pour en découdre. Tozawa, qui a toujours été représenté chez WWE comme un cruiserweight sérieux, recolle enfin avec son talent pour la comédie inexploité jusqu'à présent, comme en témoigne son match le plus gai de tous les temps à la DDT contre Danshoku Dino. Mettons le cerveau sur off, de toute façon le délire est suffisamment parti en couille, et allons jusqu'au bout de cette belle proposition. Le catch, c'est de la pop culture. Si tu veux toucher une large audience, tu dois comprendre le cerveau humain. Et le cerveau humain se pose généralement plein de questions. Comme qui gagnerait entre des cow-boys et des dinosaures? Des ninjas contre des zombies? Des ninjas zombies contre des Black Ops? Ou même des zombies contre des catcheurs? Moi, j'aime bien les ninjas. Ils sont discrets, faciles à écrire. Ils font le karaté, tu sais, comme mon acteur préféré, Steven Seagal. Waouh, quel homme exceptionnel. Il sauve la fille, qui est souvent habillée comme Sable et Debra en bikini pendant l'Attitude Era. Faudrait que je vous en parle un jour. Bref, des ninjas contre des vikings et des partymen qui ont le swag. Ça, c'est un crossover que tout le monde voulait le voir sans le savoir. Ça, c'est du catch professionnel, mon frère. Et c'est parti pour de la baston hyper chorégraphiée remplie de transitions faites sous Movie Maker, le cliché du salto, le cliché du bruitage, le cliché du double pump kick, le cliché des Power Rangers, tout y passe et ça dure pas 1000 ans, pas le temps de s'ennuyer, et alors que les désormais appelés Viking Profits sont fait maison nette, Akira Tozawa a du backup. Apparaît alors derrière lui la légende du ninja nigérian Jordan Omogbein, dont je vous ai parlé en début d'année dans le top 10 des catcheurs à suivre pour l'année 2020. Il est grand lui. Il fait au moins 1 km de haut le mec. Lui tu me le mets de côté parce que là ton ninja là je veux le voir contre Roman Reigns quand il va revenir. Un super géant ninja, bah ça s'est jamais vu. Un sabre en main qui effraie même ce pauvre Ivar capable de commander sa cuisse de dinde par la force dans cette surenchère de pose à la Avengers. Les ninjas restent forts, les Vikings et Profits battent en retraite au sommet d'un camion qui en effet n'est pas conduit par Becky Lynch mais servira de terrain pour amener à la conclusion. Argument entre les équipes sur qui a mieux combattu les ninjas, bagarre générale pour atterrir dans la poubelle, on peut certainement y voir une métaphore. Ivar a un nouveau flashback sur ses conquêtes féminines et est réveillé par l'arbitre Jessica Carr qui trouve Ivar mignon. Eric, pas trop. Ils se battent avec la bouffe, des ninjas, des poubelles, c'est fun! Il y a juste un truc quand même, comment on peut finir un tel bordel? Oh, est-ce que je vous ai déjà parlé de ma passion pour le hentai? C'est un art graphique japonais où de jeunes héroïnes se soumettent face à des tentacules immenses. C'est de la pop culture. Ça, c'est aussi du catch professionnel, mon frère. Oh, et ce pay-per-view faisait la promotion du plus grand match de tous les temps? Mais ce n'est pas tout simplement ce qu'on vient de voir à l'instant? Vous venez d'assister au meilleur match de tous les temps. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Alors s'il fallait en effet détendre un petit peu l'atmosphère, j'ai trouvé que cette bagarre totalement cinématographique entre les Viking Riders et les Street Profits, c'était particulièrement fun. Oui, je m'en fous, ils ont pris un délire, ils se sont dit viens on va le pousser jusqu'au bout, ils sont peut-être partis sur des chemins un petit peu dangereux avec les ninjas. Il va y avoir une suite aux ninjas? Non, ne parle pas, je parle de Monday Nitro un petit peu vite off après. Et ces tentacules, c'est quoi? Ces tentacules, c'est le crocodile qu'ils avaient retrouvé au mini-golf? On sait pas, tu vois, on peut se poser des questions, mais c'était un gros délire. Voilà, et il faut pas aller chercher beaucoup plus loin, ça m'a amusé. Moi je me suis marré, je suis un peu comme le créatif là, voilà, que vous avez vu dans la vidéo là. Ah ouais, bah ouais, moi je me dis des ninjas contre des vikings, peut-être que j'achète le film et peut-être que je le regarde avec des potes. Voilà, il faut peut-être pas regarder ça seul. La petite explication que je vous ai donnée, le petit retour en image, vous avez trouvé ça fun, allez, on avoue, on rigole, voilà, on va pas cracher dans la soupe. Ça m'amuse et je l'assume parfaitement. Mais maintenant, c'est le moment du plus grand match de tous les temps. Ah ça y est, c'est maintenant. Le plus grand match de tous les temps. Ouh, ça me plaît. Ouh, je suis excité. Oh, regarde Orton. Oh, regarde Orton. Il est beau. Oh, il est beau. Il est beau, rendu. Oui, il est beau.
Voilà, bim, bam, là, pourquoi il est pas champion, là, des ratings, là, mettez le champion, Randy Orton, et regardez Edge, on dirait un clochard, Edge, haha. Les gens, ils aiment bien, ils s'apitoient sur Edge, belle histoire, 9 ans, il a pas catché, presque paralysé. C'est super, le plus grand match de tous les temps. Edge contre Randy Orton, gros clip de feud, là encore, alors là, énorme clip, la grosse pression, etc., ils ont fait monter la température, et je vais déjà réagir à un truc qui, je sais, a gonflé beaucoup de personnes, la surproduction de ce match. Pas une surproduction cinématographique. Et ça me faisait peur, hein, qu'ils rajoutent de la musique, etc. Non, ils ont juste rajouté des bruits de foule, peut-être un peu de bruit aussi sur les impacts. Ça n'a pas toujours été très bien dosé, parce que j'avais l'impression, tu vois, qu'il y avait une foule qui s'excitait à fond la caisse pour un coup de la guillotine à la con, tu vois, pour marquer le cut-off, donc ça rend en effet l'authenticité totalement fake. Mais malgré tout, il y a deux choses. La première, c'est Charles Robinson, un très beau Charles Robinson habillé à l'ancienne avec le nœud papillon, années 90, dans une volonté, tu vois, de donner une atmosphère un peu particulière à ce combat. Et le micro avec le Madison Square Garden et la voix enregistrée de Howard Finkel qui fait les présentations de Randy Orton et de Edge. J'ai trouvé que le message était super sincère. Et j'ai tout de suite compris que WWE, en cette période, on a été privé de catch avec du public, avec des vraies émotions, des vraies réactions, une vraie ambiance. WWE a réellement eu envie de nous faire plaisir. Alors en effet, hein, le titre, tout ça c'est maladroit, mais ça nous a mis des yeux dessus. Et ça nous a peut-être obligés de regarder une véritable prouesse technique où, en effet, hein, tout le son qui a été rajouté, j'ai trouvé qu'il y a eu un excellent mixage et ça a aidé véritablement à mettre, tu vois, dans l'ambiance. 45 minutes de catch, on se doute bien que Edge et Randy Orton n'auraient pas été capables de tenir une telle cadence, tu vois, sans du montage, sans la magie de on monte des séquences et tout ce qui va avec. Mais ce qui a été raconté, en tout cas, était particulièrement chouette, particulièrement bien dosé et pas si mal rythmé. Ça aurait peut-être mérité quelques petits raccourcis, mais bref. Avec une histoire très simple, hein, si Randy Orton défie Edge dans un match de catch et qu'il veut prendre l'ascendant sur un catcheur qui n'a pas lutté dans des telles conditions depuis 9 ans. Et ça s'est ressenti dès le début du match parce que Randy Orton a été plus malin en de nombreux points. Et Edge, hein, tu vois, avec son talent d'acteur et ses grands yeux écarquillés qui devait réfléchir à comment revenir correctement dans le match. Avec du solide, hein, chain wrestling, hein, voilà, c'était des basiques, mais en tout cas très bien appliqués. Un premier retour de Edge que j'ai trouvé convaincant et qui était entraînant. Et un nouveau cut-off qui est tombé avec l'attaque de la nuque de Randy Orton sur Edge. Et voilà, il y a toute cette opération derrière et tous ces souvenirs qui remontent. Et Edge qui vend super bien le truc. Bon, il en fait des caisses, mais il vend quand même bien l'action, et moi, ça me permet de me mettre dedans. Et en effet, je pense que dans un bon match de catch, il faut réussir, tu vois, à suspendre ton incrédulité. Et malgré tout l'aspect fake, hein, jusqu'aux commentateurs qui étaient fake. Ah oui, même les commentateurs. Fake de chez fake. The heart may be willing, and the mind may be willing, but that body is a very different proposition. Ils ont post-produit leurs commentaires derrière. Hein, voilà, à un moment, Samoa Joe, il est ventriloque. Ah, tu vois, hein, c'est pas chouette hein, d'avoir du décalage limbial, vous le savez. Ah! Non, je déconne, je remets ma voix normalement, allez hop, on oublie ça. Quelques références aussi, tu vois, au plus grand move de tous les temps, hein, le pedigree, Angle Slam, le Rock Bottom, Edge qui a même sorti l'Unpreator, avec des spots qui étaient très similaires à ceux qu'on avait eu entre Randy Orton et Christian il y a quelques années dans des matchs dont vous vous souvenez particulièrement bien, et qui étaient superbes d'ailleurs. Et finalement, après 45 longues minutes de match, Randy Orton aura le dernier mot sur Edge avec un coup bas, pas forcément assumé, tu vois, dans la manière dont WWE a produit ça, c'est arrivé dans le dos de l'arbitre, c'est arrivé très discrètement, et j'ai trouvé en effet que c'était très intelligent, et ça marque aussi à quel point Randy Orton, qui se revendique un catcheur intelligent, à pas trop en faire, mais à faire toujours suffisamment et très juste pour que tu te souviennes des choses, le mec a terminé le combat sur le punt, le coup de pied comme ça dans la gueule qu'il avait plus fait depuis 8 ans, hein. WWE l'avait fait bannir par un general manager à la con random, on s'en fout. Il avait tenté de le refaire, mais jamais c'était passé. Et 8 ans plus tard, il le fait, ça nous a marqué. Et Randy Orton, encore une fois, prouve son point en disant qu'il est l'un des tout meilleurs du monde et qu'il a pas besoin de faire des saltos, de se claquer la cuisse. Bon, même s'il se claque la cuisse quand même quand il fait le punt, ou peut-être que WWE l'a surproduit, mais quoi qu'il en soit, ce match était super. Il m'a beaucoup plu. Et même si le final est totalement surproduit, je vais quand même oser lui mettre la chouette note de 4,5, puisqu'on a vécu un petit peu toutes les émotions. Ce qui m'empêche peut-être de mettre les notes maximales, c'est peut-être le contexte, la surproduction en effet, et peut-être un peu sa longueur. Mais sans déconner, bravo WWE, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu un match aussi intensément. En tout cas, c'est mon avis. Alors, pas beau ça, Orton, regarde-moi ce sauvage, là il lui parle, il dit va retrouver tes gamins et tout. 45 minutes, le plus grand match de tous les temps. Bah on peut plier boutique après. Ah bah personne pourra faire mieux que ça. Hein? Alors je te vois venir, hein. Le catch, on m'a toujours dit, c'est subjectif. Si je considère que le match est le plus grand match de tous les temps, ça veut dire que tout le monde doit penser comme Vince McMahon, puisque le catch, c'est moi. Hein, quoi? Gargano? Kisly? C'est pas des noms, ça. Et si certains veulent penser, en effet, comme Vince McMahon, que c'était le plus grand combat de tous les temps, bah allez-y, faites-le, moi ça... Allez, bon...
Il y a juste un truc qui me dérange, et justement par rapport à cette notion de suspension d'incrédulité, puisque l'idée était de rendre l'action la plus authentique et réaliste possible. Pourquoi WWE vous nous avez foutu ces caméras sous les catcheurs? This is the greatest wrestling match ever. On sait bien qu'il n'y a pas un mec qui va venir filmer en dessous d'eux, c'est totalement con. Ah, je suis désolé, je m'attarde à des détails, hein, mais c'est une connerie, pourquoi avoir fait ça les mecs, sérieux? Belle note en tout cas, bravo Edge, bravo Randy Orton, bravo pour cette belle histoire racontée. Avec cette grosse information qui nous a même été transmise avant que le match était diffusé, Edge s'est blessé, déchirure du triceps, et ce genre de blessure nécessite généralement entre 6 à 9 mois de convalescence. Alors c'est dommage, hein, tu vois, pour un retour de Edge, de déjà se dire on va devoir s'en passer pendant au moins jusqu'à la fin de la saison, hein, maintenant, peut-être un retour à WrestleMania 37. Et je vois pas d'autres programmes hein, qu'un nouveau programme contre Randy Orton, évidemment, puisque la guerre n'est pas finie. Surtout que Randy Orton, il a été sauvage hein, jusqu'au bout, en lui glissant quelques mots doux, tu vois, à l'oreille. Rentre à la maison, occupe-toi de ta fille, occupe-toi de ta femme, et dis-leur que tonton Randy passe le bonjour. Peut-être qu'il lui a demandé aussi au passage chez qui Eric Rowan, hein, et peut-être que Edge le sait, hein, mais là on pourra pas le savoir, il est blessé. Blessure, je le disais, et suite du programme, puisque, spoiler alert, Monday Night Raw, Christian a fait son retour, et a même été annoncé pendant le show avoir un match 1 contre 1 contre Randy Orton. Match même sans disqualification, et ce qui a permis au Nature Boy Ric Flair de, oui il était là, porter un coup bas immédiat à Christian. Le punt a suivi, t'imagines, 2 punts en 2 soirs, qu'est-ce qui se passe, c'est la folie. Orton a balayé Christian, a été, encore une fois, sauvage, en lui glissant à l'oreille qu'il était désolé, mais il faut pas se mêler de ses affaires, faut pas se mêler de son business, mais je suis désolé. On repart un petit peu avec cette idée du Randy Orton psychopathe, comme en 2009 en fait. Et c'était super le Randy Orton de 2009, avec cet incroyable feud contre Triple H, et les voix qui lui parlaient dans sa tête, solide le Randy Orton, très solide, attention. Et j'attends qu'une chose, hein, désormais chez WWE, c'est une confrontation entre Drew McIntyre, qui a l'air imprenable, et Randy Orton, pourquoi pas, pour SummerSlam. Je pense qu'on aurait en effet de la très très bonne action entre les deux, et on sait pas, il y a Brock Lesnar aussi qui pourrait revenir dans l'équation, mais on peut le faire attendre avec Bobby Chou, voilà. Et aussi sur Monday Night Raw, bah voilà, j'en parlais, je le sous-entendais tout à l'heure, mais oui, Asuka a battu Nia Jax cette fois-ci, bon, voilà. J'aurais pu faire ça la veille. Et les ninjas sont là. Les ninjas, ils sont canons. C'était pas juste un délire comme ça pour un soir. Non, il y a bien des ninjas contre les Street Profits, les Viking Riders. Ils font des combats de catch et ça va permettre, je pense, de mettre sous les masques des ninjas des mecs random. Voilà, on peut mettre Johnny Gargano, Adam Cole, on y verra que du feu. Et ils passeront pour des cons. Bon, pourquoi pas. Mais il y a Jordan Omogbein, hein, derrière, qui fait 2m40, qui est là, qui est présent. Et de ce fait, comme ils ont un mec gigantesque, ils ont appelé qui? Le Big Show. Bah oui, tout le monde fait son retour. Le Big Show, il va venir pour confronter le géant ninja, là, voilà, c'est le catch et les ninjas, bah on y est. C'est un peu étonnant. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce WWE Backlash, dites-moi également ce que vous avez pensé de Monday Night Raw, comme ça on fait de pierre deux coups, vos commentaires m'intéressent, et bien entendu on débriefe tout ça mercredi soir à partir de 20h avec Ludivine et Flo, vous réagissez, hashtag 3CFM, j'ai plus qu'à vous faire des gros bisous, merci pour l'amour, merci pour le soutien, bombardez-moi cette vidéo de pouce bleu, hein, si vous n'êtes pas encore partis, hein, voilà, parce que je sais qu'ils sont déjà partis, oui, ils partent, les gens, je vois les stats sur YouTube, dès lors que je commence à dire rendez-vous, ils partent, ils s'en vont, ce que tu veux. Mais surtout, le plus important, tout le monde reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye.